à l'école, j'ai appris que l'Algérie, c'était 3 départements français, donc des départements à part entière, et que la colonisation avait permis d'apporter la civilisation, le bonheur à ces populations qui étaient au départ des populations arriérées. Et donc, c'est dans ces conditions que je me suis retrouvé à l'âge de partir au service militaire dans cette période de la guerre d'Algérie. Comme je voyais des copains qui revenaient avec des traumatismes qui étaient plus les mêmes, qui avaient plus le même comportement, etc., j'ai tout de suite eu envie d'essayer de trouver une solution et d'avoir un sursis pour pouvoir partir ou ne pas partir en Algérie. Et donc, j'ai essayé de traîner pendant un moment. Et puis, je me suis retrouvé quand même à partir en juin 1961. Enfin, depuis le mois de mars, j'étais à Montlhéry et au mois de juin 61, donc je suis parti à Alger, affecté à la Villa Suzini, qui est le seul centre de torture qui a fonctionné toute la guerre d'Algérie, depuis le début jusqu'à la fin. Il y a eu de nombreux centres de torture à Alger, mais qui n'ont duré que quelques mois ou quelques années, mais pas toute la guerre. C'est le triste privilège. Et cette villa, c'est là où Le Pen a été pendant plusieurs années présent. Et quand il y a eu le procès avec où il avait fait intenté ce procès au deuxième tour des élections présidentielles, il a reconnu au tribunal qu'il était très fier des décorations qu'il avait obtenues et qui lui avaient été remises dans le jardin de la villa. Donc, ça montre aussi ce que représente Le Pen et ce courant de l'époque. Donc, c'est là que, et en arrivant à Alger, c'est là aussi où j'ai compris que la colonisation, c'était pas tout à fait ce que j'avais compris à l'école primaire et au lycée, mais que les arabo-musulmans, comme on les appelait après, c'était pas des gens qui étaient égaux aux autres. D'abord, il y avait la loi selon laquelle ils comptaient 10 fois moins que les pieds noirs, puisqu'il fallait 10 fois plus d'Algériens pour élire un député ou un élu que les autres personnes habitant l'Algérie. Donc, c'était déjà ça. Et puis surtout, c'était un tutoiement systématique, mais pas le tutoiement avec un ami qu'on constatait. C'était un tutoiement de supériorité, je veux dire presque comme si on s'adressait à son chien, quoi. C'était un peu ça, la tradition qui se faisait des Européens vers les Algériens à ce moment-là. Donc c'est là où j'ai compris la différence entre un département algérien et je comprends que les Algériens avaient vraiment besoin et envie de vouloir l'indépendance et d'avoir un pays sur lequel ils allaient pouvoir vivre libres et égaux avec tous les autres, avoir un vrai droit de citoyen à part entière et non pas un demi-droit. Et donc, c'est comme ça. Et puis, l'autre aspect que je voudrais évoquer tout de suite, c'est mon retour d'Algérie. La fin de mon séjour en Algérie, c'est le mois de mars. Je suis de mars 1962. L'insécurité était telle que dans les archives que j'ai pu consulter, dans la région dans le quartier d'Alger, le Clos Salambier, Bellecour, Deir el Massoul, le haut d'Alger, dans les archives que j'ai vues, il y avait en gros 7 attentats par jour qui avaient lieu. Donc ça veut dire qu'il y a une insécurité phénoménale qui avait lieu à ce moment-là. Et il y avait la moitié des attentats qui étaient des attentats de l'OAS, à peu de choses près, quoi. Donc, on a appris le 12 mars 1962 qu'on partait le 13 mars 62 de la villa d'Alger, de la villa Suzini d'Alger. Mais comme la sécurité était telle qu'ils ont décidé de nous emmener en convoi militaire
jusqu'à Oran pour pouvoir prendre le bateau, non pas à Alger, mais à Oran, compte tenu de l'insécurité qu'il y avait au niveau du port d'Alger. Et puis, on a passé une journée là-bas. On a embarqué le 14 à Oran. C'était le dernier voyage que faisait ce vieux bateau de la ville de je ne sais pas quoi. Je ne me souviens plus si c'était la ville de... puisqu'il y avait une série de bateaux qui faisaient les voyages des villes de quelques camps. Et c'était le jour de mon anniversaire, le 15 mars, où j'étais au fond de la cale, malade comme un chien, parce que il y avait une tempête sur la mer Méditerranée. Et donc, mais j'étais tellement content de partir que même malade, ce n'était pas grave. Et puis, de Marseille, on a pris le train pour aller à Sissonne. Et on était dans le train le 18 mars. Et le 18 mars à midi, on entend, il y avait un camarade qui avait une radio. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui avaient des radios, mais là, il y en avait un qui avait une radio et qui annonce que le cessez-le-feu venait d'être signé. Ça a été vraiment une joie, comme c'est difficile à expliquer, la joie qu'il y a eu de tous les appelés qui étaient dans ce train, puisque c'est un train spécifique d'appelés qui rentraient d'Algérie. Cette joie qu'il y a eu, la fête qu'on a faite, comme ça, avec cette annonce, et puis le cessez-le-feu s'est mis en application le lendemain midi. Donc, pour moi, cette période du 19 mars, c'est quelque chose aussi que j'oublierai jamais parce que c'est quelque chose de très important. Je passe la parole et puis on reviendra après sur les aspects du rapport de Benjamin Stora qui est quand même notoirement insuffisant, même si c'est un aspect important parce que c'est une possibilité d'entrer, de provoquer des débats, des actions pour que les choses puissent un peu évoluer, mais on y reviendra après. Je coupe mon micro. Ah oui, excusez-moi, j'avais perdu mon micro. On peut peut-être passer à la deuxième intervention. Je ne sais pas, je ne vois plus apparaître les autres personnes, ni Alban, ni Bernard. Et là, Alban. Oui. S'ils sont là, parce qu'il faut cliquer, tout le monde n'apparaît pas. Voilà, bon, bah, on va passer à Bernard et puis on verra après avec Alban. D'accord. Ou Alban veut parler en premier, je ne sais pas. Lequel des deux désire parler d'abord? L'honneur à Alban. Alors, l'honneur à Alban. Alban. Oui, ben voilà, moi j'étais soldat français. Je savais que j'allais être envoyé en Algérie, puisqu'à l'époque, on envoyait tous les soldats en Algérie. J'avais mes parents de la résistance. C'est bon. Et je savais déjà comment je conduisais en Algérie parce que j'étais quand même un peu renseigné. Et je savais évidemment que... Attention au micro, il y a des gens qui parlent. On n'entend pas Alban. On n'entend pas? Il y a des gens qui parlent là, je ne sais pas, il faudrait faire attention au micro, bien penser à les fermer parce qu'on ne t'entend pas bien. C'est pas moi. Non, non, mais je sais bien que c'est votre... Bon, ben voilà, vas-y, continue, je pense que ça s'est arrêté. Une seconde. L'hôte de la cérémonie, l'hôte de la séance, il peut couper les micros à tout le monde. Oui, d'accord. Bon, moi, j'ai été envoyé en Algérie. Mes parents avaient fait de la résistance. Et moi, je savais pourquoi le peuple algérien luttait. Moi, je m'étais beaucoup intéressé justement aux questions coloniales. Alban, rallume ton micro, parce que oui, je les ai Stella, coupés. il faut rallumer le micro. Rallume ton micro, Alban. Rallume ton micro. J'arrive pas à... C'est bon, là? Oui, c'est bon.
On t'entend. Merci. D'accord. rien. Vas-y. Bon, allez. on m'entend là? Oui, oui, ça y est, on Oui, là. t'entend. Vas-y, allez, D'accord. repars. Alors, donc je ne voulais pas participer donc à la guerre d'Algérie. Je ne voulais surtout pas être le nazi des Algériens, sachant justement qu'on on pratiquait la torture et beaucoup d'autres actions qui étaient complètement interdites. Donc j'ai refusé, je voulais refuser de combattre. J'ai envoyé une lettre au président de la République lui expliquant ma position. Et dès que je suis arrivé en Algérie, j'ai refusé de prendre le fusil. Alors donc, après, il y a eu tout de suite les condamnations qui ont suivi, puisque on fait de la prison civile, d'abord de la prison dans l'armée, et ensuite on est condamné par le tribunal militaire d'Alger, d'Oran ou de Constantine. Les tribunaux militaires ont siégé sans arrêt pendant tous les conflits. Donc on était obligatoirement condamné au maximum, et en temps de paix, le maximum était 2 ans de prison, puisque normalement c'était un temps de paix, c'était des opérations de maintien de l'ordre, et on n'a jamais voulu reconnaître le titre de guerre. On ne l'appelait pas guerre d'Algérie à l'époque, sauf évidemment nous qui la faisions. Donc voilà, alors j'ai été condamné à 2 ans de prison, j'ai fait mes 2 ans de prison et ensuite j'ai été recondamné une deuxième fois. J'ai été renvoyé en Algérie, j'ai été recondamné à 2 ans de prison. J'ai donc fait 4 ans de prison et j'ai quand même fait mes 2 ans d'armée sans fusil dans l'armée, puisque j'avais refusé de prendre le fusil. Alors, ils ont même à la fin, ils m'ont envoyé en commando de chasse, sans fusil, devant les autres. C'est-à-dire que j'ai craint la mort aussi bien que n'importe quel soldat qui a été en Algérie. Alors, voilà en gros comment ça s'est déroulé. En l'an 2000, on m'a reproché de ne pas avoir écrit mon histoire, donc j'ai écrit donc ce qui m'est arrivé dans un livre qui s'appelle Le Refus, et donc je me suis servi de toutes les lettres qu'on écrivait à l'époque. Or, j'écrivais à mes parents, j'écrivais à Yolande, j'écrivais... Alors, Yolande est devenue ma femme pendant l'Algérie. On s'est mariés entre les 2 prisons. Et donc, voilà comment ça s'est déroulé un peu pour moi. De toute manière, comme ça, je suis sûr d'avoir fait personne. J'ai pas mis une seule balle dans le fusil quand j'ai été en Algérie. Au début, j'ai refusé de prendre totalement le fusil, et quand ils m'ont envoyé en commando de chasse, j'ai pris le fusil, mais j'ai jamais mis de balle dedans. Enfin, c'était ma manière de refuser la guerre. Alors voilà, mais bon, moi j'ai été je me suis trouvé, mais sans le vouloir, un des premiers à le faire. On a été une 60aine après, et il y a eu beaucoup d'autres refus, même sur place, même des refus plus étroits, moins étendus, etc. Mais il y a eu des quantités de refus, puisque les tribunaux d'Alger, de Constantine et d'Oran n'ont pas arrêté de siéger pendant tout le temps de la guerre. Donc, on a quand même été une bonne quantité de soldats qui se sont opposés à la guerre. Et en revenant, on a été privé du droit de vote, on a été privé de certains droits pendant des années, et ceci, on n'a jamais été indemnisé de quoi que ce soit. Alors voilà, le rapport de Stora, on le trouve très bien.
Le problème, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il faut reconnaître que cette guerre était une guerre coloniale et reconnaître tous les crimes qu'on a faits. Alors, ils viennent de reconnaître le crime contre certains, mais il y en a d'autres. Alors, nous, on pense qu'il faut vraiment faire beaucoup plus de ce point de vue-là. Alors, d'autre part, je ne suis pas, enfin, moi, je personne, mais ça, c'est personnellement, je ne suis pas pour qu'on supprime des statuts ou des. Ça, c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Il faudra bien qu'on l'assume. On a eu une histoire coloniale un peu triste, mais voilà. Alors, je pense qu'il faut continuer à lutter pour avoir des échanges vraiment convenables avec les Algériens et arriver finalement comment je veux dire, à quand même réhabiliter tous ceux qui ne l'ont pas été pendant toute cette guerre. Voilà, enfin, en gros, ce que je voulais vous dire. Je Il y a peux Fatima. rentrer dans le détail si vous voulez. Il y a Fatima qui te demande en quelle année c'était. Comment? Il y a Fatima qui demande en quelle année c'était. Ah ben moi, j'ai été appelé dès le début de la guerre d'Algérie en 1956. J'avais 21 ans. On avait le droit de faire la guerre, mais on n'avait pas le droit de voter encore à l'époque. Alors voilà, j'ai commencé à 21 ans et j'ai fini à 27 ans, quoi, puisque ça a duré 6 ans. J'ai été libéré d'ailleurs juste avant la fin de la guerre d'Algérie, vraiment à quelques dates de la fin. J'étais 15 jours avant les accords d'Évian. Alors voilà, c'est en gros, mon histoire, elle a couvert toute la guerre d'Algérie. Alors, il y a une question d'Alfred. Est-ce qu'on fait toutes les questions à la fin ou est-ce qu'on enregistre les questions on répond aux questions qui sont déjà posées? Par exemple, il y a une question qui s'adresse à Henri. Comme Henri a déjà parlé, est-ce qu'on revient sur son récit ou est-ce que Bernard intervient avant? Je crois qu'il vaut mieux qu'on réponde après, qu'on laisse Bernard parler maintenant. Hein. D'accord. Donc, on va donner la parole à Bernard alors. C'est une proposition. Voilà. Oui. D'accord. J'ai noté la question de toute façon. D'accord. Bonsoir à tous. Je voudrais dire d'abord toute l'admiration que j'ai pour Alban et pour Henri, pour leur courage. L'exemple d'Alban a été retenu par plusieurs générations de jeunes soldats et j'admire également le courage d'Henri qui a témoigné sur un épisode particulièrement douloureux et cruel de cette guerre et ça lui demandait beaucoup de courage. Voilà, je voulais dire ça avant de commencer. Alors, 2 mots simplement sur mon parcours. Et puis, si vous le voulez bien, je ferai peut-être un survol général à la fois de la colonisation et puis de la guerre, hein, si ça vous convient. Bon, mon engagement anticolonial date de l'école normale d'instituteur où je m'étais engagé pour la libération d'Henri Martin. Quand j'ai été incorporé au service militaire en 1953, j'ai refusé de faire l'école des officiers de réserve et j'ai organisé avec 2 autres amis une manifestation à Saint-Mexan-l'École, contre notre départ qui était envisagé par Salan et le général Elie en Indochine. Ensuite, je fais partie, moi, de ces soldats qui pensaient qu'ils devaient faire leur service militaire pour apprendre à se servir des armes, pour défendre notre pays, mais qui refusaient de faire la guerre au peuple colonisé. Donc, je suis donc parti au service militaire où j'ai, à la suite de cette manifestation organisée à Saint-Mexan,
j'ai eu droit à 4 mois de prison, alors prison régimentaire un peu particulière, c'était à Bitche en Moselle, il faisait très froid, c'était vraiment très, très désagréable. Ensuite, j'ai été rappelé au Maroc et j'ai eu la chance de tomber sur un commandant qui, ayant vu mon dossier, m'a mis à la base arrière, où j'ai donc assisté au retour du sultan Mohamed V de déportation, sans armes, puisque je refusais de porter les armes, et les mains dans les poches. Voilà, donc brièvement mon parcours. Ceci étant, alors sur l'ensemble, ce soir, c'est donc le 59e anniversaire de la signature des accords d'Évian entre le gouvernement provisoire de la République algérienne et le gouvernement français, donc à Évian, accord qui mettait fin à 132 années d'occupation coloniale particulièrement terrible, j'y reviendrai, à la suite d'une guerre de presque 8 années terriblement meurtrière, puisqu'il y a eu 1 million de morts algériens sur 10 millions d'habitants que comptait le pays à l'époque, et 30 000 jeunes Français qui ont laissé leur vie. Voilà, les accords d'Évian sur lesquels je reviendrai également brièvement, décide donc à la date du 18 mars le cessez-le-feu pour dès le lendemain 19 mars à 12 heures. Voilà, c'était donc la fin de ces 32 années d'occupation coloniale, marquée à la fois par la richesse éhontée de quelques gros agrariens et de groupes financiers français, mais d'une misère atroce pour le peuple algérien. Il y a eu plusieurs famines pendant l'occupation coloniale qui ont fait des centaines de milliers de morts. Et les meilleures terres ont été carrément volées aux Algériens. 40% des terres cultivables leur ont été volées et ont été données pratiquement gratuitement aux colons. Et toute une série de lois, donc notamment la loi Varnier, avait permis, si l'on peut dire, ces choses-là. Et alors, c'est en même temps un autre anniversaire, en 1921, c'est l'anniversaire de la révolte de Mokrani, en 1871, qui a lui-même donc et ensuite été dépossédé complètement de ses biens au titre des ordonnances qui avaient été prises de déposséder ceux qui se révoltaient. Voilà. La colonisation, ça a été à la fois la misère économique, l'acculturation. Tout a été fait pour arracher de l'esprit et du cœur des Algériens leur culture ancestrale, ce qui explique d'ailleurs, pour une part, la part prise par les musulmans et notamment par les chefs religieux, les oulémas, qui ont participé au FLN, qui étaient membres du FLN. Ce qui explique aussi que, alors on peut ne pas le partager, mais ça c'est leur histoire à eux, ce qui explique aussi que l'islam soit religion d'État en Algérie à l'heure actuelle. Voilà, la colonisation, ça a donc été la misère, l'acculturation, les famines, la mortalité infantile, la mortalité. En 1953, selon un procès-verbal officiel, une enquête officielle, 181 petits Algériens sur 1000 mouraient presque quelques mois après la naissance, alors que la mortalité infantile pour les pieds noirs n'était que de 46 sur 1000, je dis bien les Algériens, 181 pour 1000. Les pieds noirs, 46 pour 1000, et en France, la mortalité infantile n'était que de 41 pour 1000 à cette époque. Voilà, c'était également le mépris, le racisme, la discrimination politique. Henri a évoqué, il a fallu attendre d'ailleurs 1947 pour qu'il y ait une assemblée qui soit élue, qui comprenait 120 membres, 60 pieds noirs, disons, et puis 60 Algériens d'origine, alors que les pieds noirs n'étaient que 1 million et les Algériens étaient 10 millions. Voilà, voilà. Donc c'était ça la colonisation, la misère, l'acculturation,
l'enseignement. En 1953, seulement 15% des petits Algériens pouvaient fréquenter une école. Voilà, c'est contre tout cela que le peuple algérien s'est révolté. Alors, 2 mots à ce sujet, puis on y reviendra peut-être. Tout le monde a en tête l'appel du 1er novembre 1954. Je rappelle quand même les noms des appelants de cet appel du FLN. Rabah Bitat, Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad, Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem et Larbi Ben Midi, auxquels il faut ajouter 3 autres qui étaient au Caire, Mohamed Kider, Aït Ahmed et Ahmed Ben Bella. Voilà, à la suite de cet appel du 1er novembre, donc, toutes les voies légales de changement pour un régime plus juste en Algérie ayant été épuisées, le peuple algérien a donc engagé sa guerre de libération. Il s'est organisé ensuite à l'occasion du congrès de la Soumam le 20 décembre, le 20 août pardon, 1956, et la France, considérant que l'Algérie était une province française, des départements français, a engagé une lutte à mort avec des moyens considérables. Je suis toujours effaré de l'ampleur des moyens qui ont été engagés par la France. Alors, bon, quelques dates comme ça qui ne sont pas forcément même à l'honneur parfois des combattants de la paix, du moins de ceux dont je suis. Certes, un gouvernement de gauche est élu le 2 janvier 1956, mais le président du Conseil socialiste, Guy Mollet, qui va à Alger et qui est reçu par des tomates, avec des tomates par les pieds noirs, revient et fait voter les pouvoirs spéciaux que voteront malheureusement les ministres, les députés communistes. Et à la suite de ces pouvoirs spéciaux, la guerre est engagée à outrance en Algérie. Des moyens considérables seront mis en œuvre, y compris le napalm a été utilisé. Quand je vais 2 ou 3 fois en Algérie, mes amis du côté d'Ouzlagen, dans la vallée de la Soumam, me montrent des villages qui ont été carrément rasés au napalm. Voilà. Et malgré ce, le peuple algérien n'a pas cédé, comme le montre la grande manifestation de décembre 1960 pour l'indépendance, qui a été d'un poids considérable d'ailleurs pour une évolution. De Gaulle a été obligé de reconnaître en 1959 le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Et ensuite, il a engagé les négociations contre son Premier ministre Michel Debré, d'ailleurs, qui lui a tout fait pour essayer de les faire capoter, y compris en organisant le couvre-feu en 1961, qui a entraîné le pogrom du 17 octobre 1961. C'était avec l'objectif que devant cette répression, les Algériens interrompent les négociations qui avaient été engagées à Évian, mais le FLN ne s'est pas laissé prendre à ce jeu. Il a poursuivi les négociations et ça aboutit donc aux accords d'Évian du 18 mars 1962. Ces accords d'Évian, donc, c'est un compromis. C'est un compromis, mais un compromis qui reconnaît l'essentiel pour les Algériens, c'est-à-dire leur droit à l'indépendance, et qui sera approuvé d'ailleurs par référendum en France et en Algérie. C'est un compromis qui concède à la France la base de Mers el-Kébir pour 15 ans, et qui sera d'ailleurs libérée plus tôt, et qui concède à la France les autres installations militaires. C'est pour ça d'ailleurs que des expériences chimiques et des essais nucléaires seront poursuivis, y compris après 1962, après l'indépendance. Les accords d'Évian, c'est un compromis qui préservait les intérêts des Pieds-Noirs, puisqu'ils avaient 3 ans pour choisir s'ils restaient citoyens algériens avec tous les droits attachés à cette citoyenneté, ou s'ils revenaient à la citoyenneté française, et leur propriété était garantie. D'ailleurs, c'est une chose qui est tout à fait singulière et remarquable. Les Pieds-Noirs qui vont en Algérie sont tout à fait étonnés de retrouver leur logement
souvent les locataires leur disent, voyez, vous êtes partis, mais on a gardé le logement tel qu'il est. Et effectivement, ils retrouvent souvent des photos de leur famille sur les murs de ces logements qu'ils avaient abandonnés en 1962. J'en profite pour le dire, et je m'arrêterai là, j'étais sans doute un peu trop long. Les pieds noirs n'ont pas été chassés d'Algérie par les Algériens, mais on a été chassés par l'OAS. Merci. Voilà, merci. Il y avait des questions. Alors, il y avait Alfred qui voulait poser plusieurs questions, donc je le laisse intervenir. Je ne sais pas où il est. Alfred? Oui, je suis là. Disons, d'abord, j'ai une question à poser à Henri. Voilà, oui. Bon, il a parlé de la Villa Suzini, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait là-bas, qu'est-ce qu'il a vécu. Et puis, bon, il y a une autre question, c'est par rapport au statut. Bon, le maréchal Bugeaud, du général Bugeaud, je ne sais plus trop quoi. Est-ce qu'il faut les laisser? Est-ce qu'il faut mettre des explications? Bon, compte tenu du fait que certains peuvent être choqués quand même par ces statuts. Donc voilà, c'est ces deux questions que j'ai inscrites. Bon, bah, je vais laisser la parole à Henri. Alors, Henri va répondre. Henri? Oui, donc j'avais évoqué que la Villa Suzini, c'est un centre de torture en permanence. Moi, j'avais été affecté là-bas, en fait, officiellement pour les tâches administratives et de secrétariat et d'intendance. Mais compte tenu que la villa, c'était une petite unité, il n'y avait qu'une quinzaine de personnes, il m'est arrivé d'être, comment dire, embarqué dans les salles de torture pour, en général, simplement quand même noter les renseignements qui étaient soi-disant obtenus. Et je ne sais pas comment le dire, mais j'ai pas... J'étais un peu dans... J'ai vu beaucoup de choses se passer, mais pas... je n'ai pas directement fait, mais on se sent obligatoirement coupable et avec une culpabilité comment dire, d'assister et de rien pouvoir faire pour empêcher que ça se passe. Et pour moi, c'était d'autant plus fort que moi, j'avais le souvenir de la résistance. Tout gamin, j'ai emmené des paniers de ravitaillement à des résistants qui étaient dans les bois à côté de chez moi, surveillés de loin par des adultes pour que les Allemands ne risquent pas de quelque chose de grave. J'avais le souvenir aussi d'un ami de la famille qui avait été exécuté comme otage et ça avait bouleversé tout le village compte tenu de l'importance qu'avait cet ami qui était épicier, le petit épicier du village. Et donc, j'avais ce souvenir de la guerre de 39-45 avec toute cette barbarie et constater qu'en arrivant en Algérie, on avait les mêmes pratiques et en plus, moi j'ai vu que la partie, les viols et les viols, les ratonnades et la torture, j'ai pas vu les autres crimes qui ont pu être commis. C'est que bien après que j'ai vu, par exemple, le village de Zahatcha, un village de 800 habitants rasé au napalm. Et ce village, c'est un des 600 à 800 villages qui ont été rasés au napalm de ce genre-là et dont on parle peu dans ce qui s'est passé en Algérie. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris en revenant parce que sur place, j'ai un petit peu évoqué, mais les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Les téléphones portables, ça n'existait pas. Il y avait quelques personnes qui avaient des appareils photo, mais tout le monde à l'époque n'avait pas un appareil photo, même pour prendre des photos. Il y avait presque que des photos en noir et blanc. Et moi, donc à la villa, j'avais essentiellement la gestion du fichier, mais ce fichier, il était important, c'est des milliers de fiches qui sont de gens qui venaient, qui ont été raflés, qui sont passés par la Villa Suzini. Mais quand on parle d'archives, par exemple, on ne trouvera plus de traces des gens qui sont passés à la villa.
parce que j'ai eu au téléphone l'officier qui nous a remplacés juste après et qui m'a expliqué que toutes les fiches ont été jetées dans le jardin de la villa et brûlées. Ou de toute façon, si elles n'ont pas toutes bien brûlé et sont détruites complètement, et que toutes ces archives-là, de fait, on ne les retrouvera pas. L'armée a magouillé toute une série d'archives. J'ai évoqué à un moment donné dans mon livre, et j'ai été poursuivi par le général Schmitt un peu à cause de ça, sur une question de ratonnade. Les ratonnades, c'était des expéditions punitives quand il y avait eu en général un attentat où l'armée faisait une expédition punitive et où tous les Algériens rencontrés étaient beaucoup assassinés et au moins matraqués, etc. Et j'avais évoqué que cette ratonnade, d'après les échos des appelés qui étaient rentrés, il y avait eu l'ordre de 400 morts dans la région, dans le secteur de Bellecour. Et dans les archives de l'armée, j'ai trouvé 2 documents relatant cet aspect. Un où il y avait 4 morts, un autre où il y en avait 40. Et quand j'ai eu le procès avec le général Schmitt, l'officier qui était chargé des archives du bataillon, qui avait rempli les documents, mais qui ne se souvenait plus de ce qu'il avait rempli à l'époque, il a dit que c'était quelques dizaines là, mais sans doute pas une centaine. Donc, il minimisait le compte de morts de l'époque, mais donc on voit en ayant vécu l'époque et en voyant les archives, on constate qu'il y a toute une série de trafics sur ces archives qui ont été faites dès le départ par l'armée. Et puis aujourd'hui, ce qui est scandaleux, c'est qu'elles sont complètement bloquées. Macron avait dit en allant voir Josette Audin que les archives allaient être ouvertes, etc. Et depuis qu'il est en place, elles se sont considérablement rétrécies et c'est de plus en plus difficile de les consulter. Il était possible de consulter toute une série il y a un certain temps. Il y a un historien qui montrait récemment un document qu'il avait pu consulter il y a une dizaine d'années sur la guerre d'Algérie et qui aujourd'hui n'est plus consultable. Donc, on voit là la duprie sur cette question. Alors, par rapport au statut, etc., au nom de rue, moi, je crois que ce n'est pas en les retirant qu'on fait avancer les choses. Déjà, aujourd'hui, le colonialisme, etc., on essaie de le masquer, etc. Je crois qu'à un moment donné, il vaudrait mieux un musée du colonialisme et faire connaître, quitte à déplacer ces statuts, par exemple dans un musée du colonialisme où on explique ce qui s'est passé, etc., que de les faire disparaître complètement, parce que pour le passé, pour l'histoire, il me semble qu'il est important qu'il y ait des traces. Et puis éventuellement, que dans les rues ou autres, qui évoquent ces questions, qu'il y ait une plaque explicative qui explique ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été nommés à ce moment-là et le scandale que ça peut représenter aujourd'hui. Je pense que ce serait plus positif que simplement vouloir les retirer. Je reviendrai peut-être tout à l'heure. Merci Henri. Alors, Alfred demandait aussi comment s'entendre avec les Algériens dans le cadre des mouvements sociaux actuels en Algérie. Je ne sais pas qui veut répondre. Bernard. Bernard. Oui, j'y suis allé. Comment s'entendre avec les Algériens? Oui, dans le cadre des mouvements sociaux actuels en Algérie. Bernard, règle ta caméra, Bernard. Bernard, règle ta caméra, on ne te voit pas bien. Ben, écoute, je ne peux rien régler de plus. Hein. Ah, on te voit trop bas. Ah, pardon. Et comme ça? Oui, c'est mieux. C'est mieux? C'est mieux là, oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Bon, oui, d'accord. Alors, d'abord sur les mouvements. Mon dernier livre qui s'appelle Révolution consacre à peu près la moitié est consacrée précisément au Irak, auquel je suis allé participer.
C'est un mouvement d'une très très grande ampleur qui est pacifique, mais qui est traversé de courants très divers. Alors, sur quoi ça va déboucher? Personne n'en sait rien. Ce qui est sûr, par contre, c'est que bien qu'ayant été obligé de s'interrompre avec le confinement, avec la pandémie, il vient de reprendre, et il vient de reprendre à un niveau très élevé. Alors, pas autant de monde qu'au plus fort moment de 2019, mais autant que juste avant le confinement. Voilà. Et donc, il y a un débat en Algérie avec une caractéristique qu'il faut savoir, mis à part le Parti communiste qui s'appelle maintenant le PADS, et mis à part le parti trotskiste de Louisa Hanoun et quelques autres petites formations comme le Parti socialiste des travailleurs, qui donc ces trois partis et puis quelques autres qui se prononcent pour le retour au secteur public nationalisé avec une politique sociale importante et une politique de paix, toutes les autres formations politiques s'inscrivent en fait dans le néolibéralisme. Voilà, donc sur quoi va déboucher le mouvement? Personne n'en sait rien. Alors, que devons-nous faire, nous, Français? D'abord, être extrêmement prudent quand on porte un regard sur l'Algérie, d'une part parce que c'est très complexe et parce que nous sommes les représentants ou l'expression de l'ancienne puissance coloniale et que notre expression est toujours jugée souvent comme une intrusion dans leurs affaires intérieures. Et je les comprends tout à fait. Donc, il faut être extrêmement prudent, éviter de porter des jugements, mais je crois qu'il faut dire que nous soutenons le mouvement populaire qui, à l'heure actuelle, se développe en Algérie. Un mot encore à propos de ce mouvement populaire. Il y a un débat à l'heure actuelle pour savoir s'il est dominé ou non par les islamistes. À l'évidence, les islamistes enfin, je parle des islamistes, je ne devrais pas utiliser ce terme, disons les anciens membres du Front islamique du salut, les anciens terroristes des années 80, qui sont reconvertis dans une formation qui s'appelle Rachad. Lorsque j'y suis allé en 2019, ils étaient carrément rejetés. Actuellement, dans les dernières manifestations qui viennent de se dérouler, ils sont tolérés, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Mon opinion, c'est qu'ils sont quand même très isolés après tout le mal qu'ils ont fait pendant 10 ans. Donc, à mon avis, je formule très prudemment cette appréciation. Il n'y a pas, à mon avis, de risque islamiste en Algérie à l'heure actuelle, donc il faut toujours y veiller. La vraie question, c'est de savoir si l'Algérie ne va pas s'engager dans la voie de la mondialisation néolibérale. La nouvelle constitution qui a été votée très minoritairement d'ailleurs, s'inscrit dans cette perspective avec une chose extrêmement nouvelle qui peut être dangereuse pour l'avenir. Contrairement à sa tradition de paix, l'Algérie n'intervenait jamais hors de ses frontières. La nouvelle constitution permet précisément à l'armée algérienne d'intervenir éventuellement hors des frontières si c'est en conformité avec l'ONU, avec la Ligue arabe ou voilà. Mais comme on sait quelles sont les positions néocoloniales des uns et des autres, y compris l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui n'est pas représentatif de l'Assemblée générale qui décide. Donc, c'est une inflexion de la Constitution qui me paraît personnellement dangereuse. Alors là, je m'exprime clairement parce que c'est une question qui n'est pas simplement une question intérieure, c'est une question qui concerne y compris les autres pays autres que l'Algérie. Voilà. Ceci étant, il faut donc soutenir le mouvement populaire et l'encourager. Tout ce qui va dans le sens du développement du mouvement populaire, à mon avis, doit être encouragé. Merci. Là, pour l'instant, je ne vois plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions à poser ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose. On peut peut-être parler des essais nucléaires, parce que Bernard avait abordé la question tout à l'heure. Je ne sais pas, à moins qu'Alban, tu veuilles dire quelque chose? Non. Il faut solliciter quelques questions, peut-être encore.
Oui, les essais nucléaires. Comment il y a quelqu'un qui pose une question là. Comment expliquer le déboulonnement des statues par l'armée française après la signature des accords d'Évian? Le déboulonnement des statues de l'armée par l'armée française après la signature des accords d'Évian. C'est Hadj. Hadj, je ne sais pas qui. Je ne vois pas de quel statut il s'agit. Si cette personne veut prendre la parole, Hadj. Je ne sais pas, personne ne... C'est El Hadj Doran? C'est Hadj, c'est marqué Hadj à tout le monde, donc je ne sais pas qui c'est. Hadj Doran, oui. Ah oui. Donc, il s'explique de quel statut tu veux parler. Je connais bien si c'est lui. Hein. Mais apparemment il demande le dédoublement. Hein? On n'entend plus là, on n'a pas entendu la fin. Le dédoublement, il dit, pas le déboulement, le déboulonnement. Dédoublement de statut. Ah bon, parce que c'est marqué déboulonnement. Ah ouais? Ouais. Le déboulonnement des statues par l'armée française. Je n'ai pas connaissance de ça, moi. Je sais pas. Puis par contre, ce dont j'ai connaissance, c'est dans la rue d'Isly, par exemple, la statue de Bugeaud qui a été remplacée par ah zut, le nom m'échappe maintenant. Midi. Voilà, hein? Non. Le grand chèque qui avait combattu l'armée française et puis qui a été ensuite interné en France. L'émir Abdelkader, voilà. Donc, les Algériens, bien évidemment, ont repris le cours de leur histoire et remplacé des statuts colonialistes par des héros de leur pays, de leur temps. Mais je n'ai pas connaissance, par contre, que l'armée française, elle, ait déboulonné ou dédoublé des statuts. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Moi non plus. Alors, le maître a levé la main de Annick. Oui, bonjour. Je ne vois pas, je ne vois pas apparaître les mains. Dans les participants. Quand tu cliques sur participants, ah oui, mais alors là, le problème, c'est que je ne vois pas de main. Moi, je n'ai que les discussions. Voilà. Alors, je suis en train de regarder. Oui, mais je ne vois pas apparaître les mains. Donc, enfin bon. Alors, il faut que vous cliquiez sur participants. Oui. Quand vous cliquez sur participants, vous verrez que tel participant a levé la main ou pas. Oui, mais moi, ça n'apparaît pas. Donc, c'est pour ça que je suis… Même quand vous avez la liste des participants? Non, je n'arrive pas à la voir, justement. Eh bien, vous allez en bas, vous voyez participants. Oui. Eh bien, je clique dessus. Ah. Mais je n'ai pas la liste. Non. Il y a une main, il y a le maître qui a levé la main. Oui, voilà, le maître, c'est ce qu'on vient de m'indiquer. Il vaut mieux me mettre un message écrit parce que finalement, je n'arrive pas à voir les mains levées. Je ne sais pas pourquoi, la dernière fois, j'avais vu. Mais il a ouvert son micro, peut-être qu'il peut poser sa question. Voilà, il peut poser sa question, oui, tout à fait. Oui, bonjour, bonsoir, pardon. Salut et merci à vous pour ces témoignages qui sont remarquables. Il me semble que toute trace est précieuse pour conjurer l'ignominie ou pour édifier vos exemples. On peut remonter très très loin parce que dès le début de la colonisation, il y a eu des gens comme vous qui se sont indignés, qui se sont opposés et qui ont résisté. Quel que soit leur milieu social. Il y a eu des écrivains, il y a eu des poètes, il y a eu des ouvriers, il y a eu des agriculteurs. Et comme nous sommes le 18 mars, je pense aussi à la commune d'Alger. Et lors de la commune d'Alger, on parle de celle de Paris, mais il y a eu aussi celle d'Alger, où il y a eu justement déjà des révoltes. Et si on avait un peu plus écouté ces révoltes, si on avait suivi un petit peu ce qui avait été préconisé dans ces communes, soit d'Alger, de Lyon ou de Paris, on n'en serait peut-être pas arrivé à une telle catastrophe. Voilà. Donc, en tout cas, je suis très, très ému des témoignages que je viens d'entendre. Pour
pour ma part aussi, j'ai eu des membres de ma famille qui se sont opposés et qui ont payé très cher ces refus. Et là, il faut toujours se méfier de ce regain de militarisme, de ce regain de nationalisme qui, je crois, n'est pas encore éteint. Voilà. Donc, je vous laisse. Je pense aussi qu'il faut absolument parler des essais nucléaires en Algérie, qui ont fait des dégâts, qui continuent à en faire, de la ruine, de l'ethnocide qu'il y a pu y avoir aussi, et qui a été perpétré sciemment et pour des intérêts privés. Et là encore, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je ne pense pas que c'est en fermant les yeux, en effaçant justement ces traces, qu'on pourra réconcilier le peuple. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon, bah, là, je vois les petites mains. Pour l'instant, personne ne demande la parole. Ah si, il y a Alain Saint-Blair qui demande la parole. Est-ce que les intervenants pourraient parler du rapport Stora, s'il vous plaît? Qui veut prendre la parole? Moi, n'importe, on complétera parce qu'avec Bernard, on est intervenu déjà pour contester un peu certains aspects et pour évoquer la faiblesse sur certains aspects. Certes, dans le rapport est évoquée la colonisation, mais il y a toute une série, même dans la colonisation, qui ne vont pas aussi assez loin. Bernard a expliqué un certain nombre de points qui ne figurent pas dans le rapport d'ailleurs. Mais il y a d'autres points qui n'apparaissent pas. Il y a toute une série de choses, à mon avis, que beaucoup de Français ne savent pas. L'ampleur des crimes qui ont été commis dans cette période de la guerre d'Algérie. Il y a eu des crimes d'État, entre autres le 17 octobre et le 8 février. Le 8 février 1962, Benjamin Stora l'a oublié et oublie de proposer que ce soit une date qui soit retenue dans les commémorations. Or, le 8 février, c'est là où il y a eu 9 militants qui ont bravé l'interdiction de la manifestation parce que l'OAS avait déposé je ne sais plus combien de bombes à Paris, et une des bombes avait très gravement blessé une petite fille de 4 ans, Delphine Renard, et ça avait provoqué une réaction unanime des organisations syndicales et politiques de gauche pour organiser la manifestation du 8 février, où la police a sauvagement massacré donc 9 personnes. Et pardon. Il y a eu des crimes de guerre. Bernard reviendra sans doute sur les essais nucléaires qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Et il y a eu l'utilisation du gaz VX et sarin qui est très très peu connu. Or, Macron est intervenu en critiquant l'utilisation du gaz VX en Syrie il y a 2-3 ans. Or, la France l'a utilisé et on ne l'a toujours pas reconnu ni condamné. Ces crimes atroces, quoi. On a parlé, le nombre de morts est très difficile à évaluer, mais les camps de regroupement appelés comme tels, qui étaient en fait des camps d'internement, le rapport Rocard évoquait déjà 200 000 morts avant la fin de la guerre d'Algérie, mais ce chiffre est très largement minoré parce qu'il y a eu un quart de la population algérienne qui a été internée dans ces camps. Pratiquement toutes les campagnes étaient regroupées dans des camps contrôlés par l'armée où il y a eu des massacres d'organisés, la famine, les maladies, etc., avec des conditions effroyables. C'était vraiment des camps d'internement.
j'ai évoqué tout à l'heure les 600-800 villages rasés au napalm, et quand on voit un village de 800 habitants avec ce qui reste comme trace, c'est vraiment ça fait froid au dos. C'est 600-800 Oradour-sur-Glane, en fait. Donc, c'est vraiment des... Et les viols ont été aussi des armes terribles pendant la guerre d'Algérie. Parce que la culture musulmane fait que les aspects sexuels sont des choses très tabous, beaucoup plus que la culture catholique, même si ça l'est un peu dans la culture catholique, ça l'est beaucoup plus dans la culture musulmane. Et le viol a été largement utilisé comme moyen de torture. Il y a un documentaire qui est paru sur France 2 en février 2002. J'ai participé, moi, c'est là que j'ai lié beaucoup d'amitié avec Luzette Iguilaris, qui a été à l'origine de faire toucher du doigt l'ampleur des crimes que ça représentait, ces viols commis pendant cette période-là. Et il y a eu un documentaire qui est passé sur France 2, je crois, ou France 3, il y a quelques jours, qui avait été réalisé par Benjamin Stora sur les appelés, qui évoquait un peu cet aspect, mais qui limite dans ses commentaires l'ampleur et les raisons. L'armée a favorisé, a soutenu ces viols parce que c'était un moyen de domination et de, comment dire, d'empêcher, d'humiliation très profonde des gens qui avaient été ainsi mise en cause de cette façon. J'ai le souvenir justement, lorsque j'avais été à Alger fin 2001 pour ce documentaire, je me suis retrouvé dans un café avec Luzette Iguilaris et toute une série de Moudjahidine qui étaient venus pour discuter avec l'équipe de France 2 et ceux qui allaient témoigner dans ce documentaire. Et Louisette a été incendiée comme c'est pas possible parce qu'elle avait osé parler, osé dire qu'elle avait été violée. Et le viol aujourd'hui a encore des conséquences dans ce domaine parce que par exemple son fils, c'est un des exemples, mais il y a d'autres là-dessus, ne lui parle plus depuis qu'elle a évoqué cette question publiquement. À une permanence du MRAP à Trappes, il y a un Algérien qui est venu nous voir pour évoquer son cas. Il a été défenestré pendant les périodes noires du fils, sous prétexte qu'il était un sale fils de français. Et en fait, il a appris par la rumeur qu'il était né d'un viol en fait, de sa mère par un militaire français. Et à partir de là. Et donc, de ce fait, c'était une volonté de l'éliminer ou quasiment de le neutraliser complètement là-dessus. Et donc, il était venu en France pour tenter de retrouver ce militaire qui pouvait être son père là-dessus. Parce qu'il avait quelques éléments, le nom phonétique, mais même pas le nom réel du militaire qui était censé être son père. Et donc, j'en ai fait une fiction pour montrer cet exemple, qui est un peu le même exemple que Mohamed Garn, qui a été reconnu victime dans cet aspect. Et ces aspects-là ne figurent pas dans le rapport de Benjamin Stora. Il y a toute une série d'aspects. L'OAS, qui a des milliers de victimes à son compte, n'apparaît presque pas dans ce rapport. Alors, je pense qu'il y a un aspect, c'est sans doute aussi les origines de Benjamin, qui était son père et son oncle
L'un était maire de Kenchala, l'autre de Constantine, les deux grandes villes du Constantinois, des pieds noirs d'origine juive, qui avaient donc une aura considérable dans le Constantinois. Et puis en plus, il était tout gamin, il a 12 ans en 1962. La guerre d'Algérie, etc., il n'a pas vécu de la même façon sans doute que des adultes dans ce domaine. Et il minimise complètement l'aspect de l'OS. C'est par exemple, le 8 février, il ne considère pas que c'est une date à retenir. Et là, comme j'avais provoqué Macron par une lettre ouverte de 5 pages pour faire un complément du rapport de Benjamin Stora. Un mois et demi après, j'ai quand même reçu un accusé de réception, mais qui m'annonce quand même que Benjamin Stora est nommé comme président de la fameuse commission que Stora proposait, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup d'avancées. Il y a juste un point qui a avancé, c'est la reconnaissance de Boumedienne comme assassiné et torturé et assassiné par l'armée, mais c'était déjà reconnu de fait par Ozares dans son livre sur cette question. Et dans ce même livre, Ozares avait reconnu que Ali Ben-Midi avait été lui aussi torturé et exécuté par son équipe d'Ozares. Je crois que ça aurait été un minimum que Macron associe ces deux victimes de la même manière, au même moment, au même endroit, par les mêmes groupes militaires, etc. Et il cite un exemple et pas l'autre, alors qu'il y a des milliers et des milliers de disparus, etc. Au rythme où on va de ces avancées macroniennes, je crois que il faudra deux siècles pour qu'on arrive au bout, de reconnaître l'ensemble de ces questions. C'est vraiment quelque chose qui est notoirement insuffisant sur beaucoup d'autres choses. Que Gisèle Halimi soit acceptée au Panthéon, oui, pourquoi pas, mais il y a d'autres avocats qui ont aussi fait un boulot remarquable, comme celui qui a permis de sortir la question d'Henri Alleg en sortant les petits bouts de papier qu'Henri écrivait au fur et à mesure au quotidien et qu'il donnait à l'avocat qui a pu récapituler pour pouvoir écrire et témoigner de la question de la torture qu'il avait subie. Il y a toutes ces questions, à mon avis, sont très minimisées. Et même le mot de crime commis par la France, pratiquement ne figure pas dans ce rapport. On parle d'exaction tout au plus, mais pratiquement pas de crime, alors que on ne peut pas réconcilier des mémoires. Chaque mémoire est propre à ce que les gens ont vécu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est reconnaître les traumatismes qu'ont subis des personnes, des groupes de personnes, et condamner ce qui s'est fait, puisqu'il y a eu toute une série de crimes commis au nom de la France qui sont au moins aussi graves et aussi condamnables que ceux des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On devrait reconnaître et condamner cet aspect-là de façon très concrète, et pour le moment, on n'en prend pas la route, puisque même dans le rapport, on ne va pas du tout aussi loin sur ces questions. Alors, il y a Ghislaine qui demande… Je pourrais être encore bavard, mais je préfère passer la parole et que d'autres continuent et complètent. Il y a Ghislaine qui demande, alors je ne sais pas qui veut répondre, quel point positif concret dans le rapport de Benjamin Stora? Je peux répondre. Si elle veut prendre la parole, Ghislaine, pour sa question. Elle demande quel point positif concret dans le rapport Benjamin Stora? Je peux répondre? Oui, allez-y. Bonsoir, merci. Oui, alors, il y a effectivement quelques points positifs. Il fait un certain nombre de préconisations. Henri vient d'en évoquer une, c'est celle de Gisèle Halimi au Panthéon. C'est une proposition constructive. Reconnaître le 17 octobre 1961 comme date célébrée officiellement. Voilà, il y a un certain nombre de préconisations
qui sont effectivement positives. Ceci étant, dans l'analyse que j'en ai faite et qui a été publiée par l'Humanité, que vous retrouverez sur mon blog, j'ai intitulé ce rapport Des impasses et des ambiguïtés. Par exemple, vous voyez, reconnaissance du 17 octobre, mais il n'évoque pas le 8 février 62. Ensuite, la démarche elle-même, à mon avis, est piégée dès le départ. Je m'explique. La réconciliation des mémoires, s'engager sur ce terrain-là, c'est se piéger soi-même, à moins de vouloir nous piéger. Je vais y revenir. La mémoire, c'est nécessairement subjectif. Donc, c'est pas sur ce terrain-là qu'il faut se placer. Il faut se placer sur le terrain de l'histoire, sur le terrain des faits historiques prouvés. La deuxième chose, on ne peut pas mettre sur le même plan l'interprétation des faits que formule le peuple algérien qui a été victime du colonialisme et de la guerre et l'interprétation des faits qu'en font les colonialistes. C'est pas possible, il y a une prise de parti à avoir. Il ne faut pas qu'au nom de la réconciliation, on gomme tous les aspects négatifs et qu'on retrouve quelque chose où il n'y a plus personne de responsable. Je prends un exemple très précis. Benjamin Stora fait la proposition, qui à mon avis est intéressante, d'ériger en lieu de mémoire les anciens camps qui existent en France. J'en ai un dans le département où je vis, dans le Gard, c'est le camp de l'Ardoise. Le camp de l'Ardoise, qui a été créé pour interner des patriotes algériens, a ensuite reçu des gens de l'OAS et ensuite des harkis. Alors, on va ériger le camp de l'Ardoise en lieu de mémoire. Est-ce qu'il y aura une plaque à la gloire de l'OAS? Personnellement, moi, je m'y refuse. Voilà. Le rapport, pour résumer, je l'ai intitulé Des impasses et des ambiguïtés, c'est du en même temps macronien. Voilà. Je vous en donne un dernier exemple, je vais m'arrêter par là, à propos de l'OAS. Ça va un petit peu plus loin, malheureusement, que ce que disait Henri. Voilà ce qu'il dit exactement dans son rapport, Benjamin Stora. Les exactions commises, notamment à la fin de la guerre d'Algérie, par certains commandos extrémistes de l'OAS. Alors, on peut dire, c'est peut-être une formule, mais ça cache une pensée, puisque plus loin, il exalte le beau livre d'André Rossfeider, qui a été condamné à mort précisément pour sa participation active au crime de l'OAS. Il fait du en même temps. Il fait du en même temps macronien. Alors, je connais bien Benjamin Stora. Son rapport, ce n'est pas un travail d'historien, c'est un travail politique. Voilà. C'est donc le sens dans lequel je me suis personnellement prononcé. Ceci étant, la commission va être créée. Alors, je ne sais pas comment elle va être composée parce qu'on va avoir quelques doutes. Quand je vois que, par exemple, il n'a pas consulté ni l'ARAC ni la CAN, je ne crois pas qu'il ait consulté le mouvement de la paix, d'ailleurs, non plus, pour faire son rapport. Hein? Non. J'ai quelques doutes sur l'objectivité que va pouvoir avoir cette commission. Mais bon, elle va exister. Je crois qu'il va falloir exercer des pressions sur la commission pour qu'elle ait des préconisations positives. Voilà, chère madame, mon opinion. Merci beaucoup. On a répondu à vos questions? Oui, je vous Ça va. bien. D'accord, merci. On aurait d'autres éventuellement. D'accord. Il y a Alfred qui voulait poser une autre question aussi. Alors, en dehors de la nécessité de montrer la réalité coloniale sans complaisance, quelles réparations sont demandées? Attendez, il faut que je descende. Ah, je ne l'ai pas. Ben, je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Ah oui. Quelles réparations sont demandées ou à proposer aux Algériens et à ceux qui, comme Alban, ont souffert d'emprisonnement? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question. Henri, Alban, je ne sais pas.
Les réparations, à mon avis, l'essentiel des réparations, ce serait sur le plan moral, la reconnaissance effective des responsables, de la responsabilité, de l'ampleur et le caractère de ces crimes qui ont été commis. Et ça me semble être l'aspect le plus important. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de victimes qui sont disparues. Et rapidement, il y en aura, la plupart des principales victimes directes ne sont pas. Un des aspects aussi qui n'apparaît pas du tout dans ce rapport de Stora, c'est les conséquences aujourd'hui dans la population française. On a beaucoup de familles éclatées en Algérie, qui sont éclatées en Algérie et en France. Aujourd'hui, un certain nombre, ceux qui vivent en France d'origine algérienne, ils sont victimes du racisme lié au colonialisme d'avant et de discrimination systématique. Aujourd'hui, cet aspect n'est pas évoqué du tout. Et pourtant, c'est une des difficultés importantes. Et si on veut un rapprochement important des Algériens des Français, pourquoi on ne ferait pas, on ne préparerait pas la possibilité d'échange, que les gens algériens ou français aillent librement, comme on peut aller en Belgique ou en Allemagne, qu'il y ait un libre-échange sans visa entre l'Algérie et la France. Ça permettrait aux familles éclatées de se rencontrer facilement et ça permettrait de créer des liens plus faciles que là où il y a des visas qui bloquent les échanges dans ce domaine. Ce serait un des outils très pratiques et très faciles, très rapides à mettre en œuvre, qui aiderait à un rapprochement concret des deux populations. Je peux ajouter un mot à propos précisément des essais nucléaires à ce sujet, peut-être. Oui, il y a aussi Jean Lambourg qui veut, ou je ne sais pas si c'est Jacques, il y a Lambourg 449 qui veut émettre un point de vue aussi. Je ne sais pas. Jacques Lambourg. Jacques Lambourg, s'il veut parler avant qu'on parle des essais nucléaires. Oui, c'est bien qu'il parle. Oui, je ne sais pas, je ne le vois pas. Est-ce qu'il veut parler? Je ne sais pas. Pourtant, il a son micro ouvert. Ton micro est ouvert. Oui, son micro est ouvert pourtant. Donner ton petit grain de sel. Dis-moi bonsoir pour voir si on t'entend. Non, on ne l'entend pas. Ah. Bon, on va redonner la parole à Bernard et puis on verra qu'il lève la main. J'ai réussi à faire apparaître l'écran des petites mains. Ah oui, voilà, qu'il me lève la main et puis on lui redonnera la parole. Donc, je redonne la parole à Bernard. Alors, je vais essayer d'être bref pour ne pas couper, pour qu'il puisse y avoir des questions. La grande question des indemnisations, c'est celle des effets des essais nucléaires et des essais chimiques qui ont été effectués en Algérie. Alors, je rappelle pour mémoire très brièvement, puis on rentrera après, si vous voulez, dans les détails. Il y a eu 4 essais nucléaires dans l'atmosphère en 1960 et 1961 à Reagan, je dis bien dans l'atmosphère. Gerboise bleue, gerboise blanche, gerboise rouge et gerboise verte. 4 essais, dont le premier, gerboise bleue, faisait 10 kilotonnes. 70 kilotonnes. Il faut savoir que 70 kilotonnes, c'est 5 fois la bombe d'Hiroshima. Et à la suite de ces explosions, les matériels sont restés sur place, enfouis parfois dans le sable, mais avec le vent, ils sont déterrés. Donc, il y a beaucoup de matériel encore irradié qui existe sur place. Et puis, les populations elles-mêmes qui ont été irradiées. Le nuage, c'était dans l'atmosphère, hein. Le nuage atomique, non seulement il a touché l'Algérie, mais il a touché le Mali, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, Centrafrique, le Tchad et le Ghana. C'est dire l'importance de ce nuage
nucléaire. Donc, il y a ce problème des indemnisations. Même chose en ce qui concerne les essais chimiques qui ont eu lieu près de Béchar, dans un secteur qui s'appelle Oued Namous. Le camp lui-même, d'ailleurs, s'appelait P2 Namous, qui existait depuis 1930. C'est De Gaulle qui l'a réactivé en 1965. Et il y a eu des essais chimiques jusqu'en 1986. Alors, actuellement, c'est fermé, mais c'est dans un périmètre de 6000 km². Alors, il y a tout le problème à la fois de l'indemnisation des populations qui ont pu être touchées, à la fois par les irradiations ionisantes, mais aussi par les produits chimiques qu'ils ont pu toucher, mais également la décontamination de ces régions. Alors, sous la pression notamment des militaires français appelés souvent, qui eux-mêmes avaient été irradiés et qui ont constitué une association à la benne, l'État français a fini par se bouger et a fait adopter en 2010, oui c'est ça, c'est paru au journal officiel le 6 janvier 2010, ce qu'on appelle la loi Morin, qui a d'ailleurs été plusieurs fois modifiée depuis et notamment modifiée encore une fois le 23 mars 2019. L'article 1 de la loi Morin dit que l'État doit réparation intégrale du préjudice subi par toutes les victimes des irradiations nucléaires ou des effets chimiques. Mais la modification qui a été adoptée en 2019 à son article 4, l'alinéa 5, indique, je vous le lis parce que c'est vraiment extraordinaire, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnement ionisant a été inférieure à la limite de dose efficace, selon le Code de la santé publique. Alors ça veut dire que les dossiers qui sont déposés, souvent il est répondu, que ce soit aux Français ou aux Algériens, qu'ils n'ont pas dépassé la dose mortelle. Deuxième difficulté, alors qui s'ajoute spécialement pour les Algériens, il faut qu'ils fassent la preuve qu'ils étaient sur les lieux au moment des explosions, au moment des essais chimiques. Les attestations ne suffisent pas. Alors, comment arriver à prouver ces choses? Autrement dit, c'est une loi qui est d'une singulière inefficacité. Voilà, ça fait partie des contentieux très vifs qui existent entre l'Algérie et la France. Et le président Tebboune, le président algérien, vient de nouveau remettre la gomme à ce sujet. On va voir les incidences qu'il va y avoir des effets positifs à cette nouvelle intervention. Merci. Il y a Ghislaine qui voulait redemander à Henri Pouillot comment peut-on supporter d'être témoin de telles exactions sans devenir fou, et comment arriver à reprendre la vie civile et avoir la capacité de se projeter dans l'avenir? Si Henri veut répondre. Je commençais à essayer de répondre par écrit, mais je vais répondre oralement. Oui, comme ça. Le problème est compliqué parce que, comme je l'ai écrit dans le livre de témoignages que j'ai fait de la Villa Susini, et qu'on peut retrouver toute une série de choses aussi sur mon site avec mon nom, le problème, c'est que j'étais présent là-bas, mais comme dans une prison, j'évoquais au début les problèmes de communication. J'étais comme dans une prison à ciel ouvert où je ne pouvais pas communiquer en France. À l'époque, si on envoyait un courrier, notre courrier était lu au départ et le courrier qui arrivait à la caserne était lu aussi à l'arrivée. Donc, on ne pouvait pas informer directement de ce qui se passait. Le téléphone, ce n'était pas possible. Il fallait que j'aille éventuellement jusqu'à la Grande Poste. Bon, ce n'était pas très, très loin, c'était 1,5 km, 2 km à faire, mais tout seul, en militaire, c'est ultra dangereux. J'avais eu l'expérience dès les premiers jours qu'en allant voir un ami, enfin,
le père d'un ami qui vivait en France, mais sa famille était à Alger. Je devais aller voir la famille pour déjeuner chez eux, pour me changer un peu les idées. Et j'ai eu un attentat où j'ai eu le pistolet là, la balle n'est pas partie, le pistolet s'est enrayé. C'était tellement dangereux de se promener tout seul qu'on ne pouvait pas aller comme ça. Donc, et si j'allais téléphoner à la grande poste d'Alger, fallait que j'aille téléphoner à une cabine qui était à 5 km de chez mes parents, que mes parents soient informés que j'allais les rappeler tel jour à telle heure, et j'étais incapable de pouvoir donner un jour et une heure à laquelle j'aurais pu les rappeler. Les téléphones n'étaient pas des moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai essayé pendant cette période de vivre en essayant de survivre simplement. Et puis, en revenant, j'ai essayé de tout dénoncer ce qui s'était fait. Et puis, depuis j'ai essayé de faire connaître. Alors, pendant toute une période, il était quasi impossible d'évoquer toutes ces questions. C'était le silence complet, aucun média, aucun lieu n'écoutait ce qui se passait de cette période. Il a fallu qu'il y ait l'interview de Louisette Aguilaris dans Le Monde pour que que la parole se délie à partir des années 2000 et que c'est à partir de là en plus j'arrivais presque à la retraite, j'ai lancé tout ce combat contre la torture, contre pour la reconnaissance de tous ces crimes qui ont été commis dans cette période et pour essayer d'obtenir que ça... Mais pendant des années, c'est vrai que j'ai eu des cauchemars et des nuits difficiles parce que on voyait la nuit, il m'arrivait souvent d'avoir des nuits difficiles à partir de ce qui avait été vécu. Donc c'est un des aspects énorme. Enfin, il faut une résistance, il faut être psychiquement très très équilibré pour arriver à faire face à ces horreurs sans soi-même perdre le nord ou devenir, oui, être pris par la folie ou ne plus arriver à mettre un pied devant l'autre. Bravo. Je veux dire, je crois que c'est un combat à mener. Pendant longtemps, il n'y avait pas d'écoute sur ces questions. Aujourd'hui, je pense que ça a été plus facile à partir des années 2000, mais jusque là, ça n'a pas été... avant, ça n'était pas. C'est un peu comme le problème des viols aujourd'hui des femmes. Maintenant, il y a un débat public qui se fait plus facilement. Maintenant, la parole se libère un peu sur ces aspects. C'est un peu la même démarche qui est en train de se faire sur cet aspect, quoi. Mais je crois que c'est un peu ces questions. C'est très compliqué. Et puis en plus, quand on est isolé, c'est qu'on n'a pas de support, d'organisation sur lequel on peut c'est compliqué. En plus, moi, j'avais été affecté en Algérie dans un régiment disciplinaire parce que j'avais été fiché, mais le fichage carton est long à être décelé. J'avais été fiché comme un élément subversif parce que j'avais participé et contrôlé par la police parce que j'avais participé à des manifestations pour la paix en Algérie avant de partir en service militaire. Donc, c'est toutes ces questions qui sont compliquées à faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive un peu à faire, et je pense en saisissant le rapport Benjamin Stora, je pense qu'on peut arriver à faire bouger les choses, mais il faut vraiment saisir l'occasion et puis aller
partout où on peut faire avancer sur ces reconnaissances nécessaires, on va peut-être arriver à gagner quelque chose, quoi. Merci Henri. Donc, il y a plusieurs questions là. Il y a Annick qui demande, dans ces conditions de victime des essais nucléaires, l'Algérie, après sa signature, va-t-elle ratifier le TIAN? Va-t-elle ratifier le TIAN? Ah. Moi, je réponds sur les questions concernant la France. Sur ce que va faire l'Algérie, c'est une autre histoire. Je vais peut-être un petit peu dévier par rapport à la question. Une des raisons pour lesquelles la France est réticente pour indemniser les Algériens, c'est que dans les accords d'Évian, comme je l'ai indiqué, c'est le dernier paragraphe des dispositions militaires, il est indiqué, je cite, « L'Algérie concède à la France l'utilisation… » Donc, la France dit, mais l'Algérie, elle est responsable aussi des conséquences humaines des essais qui ont été faits sur place. Alors, on discute, mais ça ne supprime en aucune façon la responsabilité de la France qui était maître d'ouvrage de ces essais, précisément. Voilà. Quant à l'attitude de l'Algérie sur les traités internationaux, ben écoutez, je ne sais pas, il faudra leur demander à eux. Merci. Il y a Pierre qui voulait intervenir. C'est pour revenir sur la remarque concernant l'état de santé des appelés. Il n'y a pas un appelé, qu'il ait été à Illa-Souzini ou qu'il ait été ailleurs, même dans le fond du Sahara, qui est revenu indemne. Tous ceux qui ont été en Algérie sont venus avec des séquelles. Ces traumatismes, on a essayé de les faire reconnaître depuis pratiquement 50 ans. On a tout essayé auprès des différents pouvoirs. On a même fait un très grand colloque à Marseille, voilà une vingtaine d'années, et on recevait toujours des fins de non-recevoir parce qu'il n'y avait pas une définition particulière du traumatisme. C'était les traumatismes. Alors, il y en a qui faisaient des rêves, il y en a qui ne mangeaient plus, il y en a qui se sont mis à boire, il y en a qui battaient leurs femmes. Il y a tout eu sur les appelés qui sont revenus d'Algérie. Mais avec ce qu'on appelle les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures qui se font depuis une quinzaine d'années, on a pu relancer parce que leur statut étant différent, ils ont pu intervenir auprès de l'armée. Et là, nous avons donc relancé, nous, tout ce qu'on avait fait, tous les travaux qu'on avait faits sur les traumatismes de guerre. Pour vous citer un exemple, les Américains reconnaissent les traumatismes des soldats et reconnaissent, mais à condition qu'on n'en parle pas. Et nous, lorsque un cinéaste a voulu faire un film, qui existe, sur ces traumatismes aux États-Unis, pour expliquer, puisque le problème il est le même pour tous les militaires qui reviennent, et il n'a pas pu tourner son film aux États-Unis, il a fallu qu'il aille le tourner au Canada avec des acteurs français, parce que c'est à moitié reconnu aux États-Unis. Et en France, j'ai eu l'occasion d'en parler avec, de participer, disons, à une conférence à Nîmes avec un général qui revenait d'Afrique et qui voulait savoir où on en était. Et c'est vrai qu'on a présenté le film, on a présenté tous les travaux qu'on avait faits, mais depuis 3-4 ans, ça ne bouge pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'on l'a fait et ça pourrait être l'occasion parce que de rentrer ces
ce sujet dans notre exploitation du rapport Stora parce que ça fait partie des conditions. Je voudrais faire une remarque aussi, c'est lorsqu'on demande la reconnaissance et à chaque fois on essaie de nous piéger en nous parlant de repentance. À ma connaissance, au moins l'association à laquelle j'ai l'honneur de participer n'a jamais demandé de repentance. On demande la reconnaissance des faits. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, mais à chaque fois, hein, on nous dit, mais il n'y a pas de raison d'avoir de repentance. Mais on n'a jamais demandé la repentance. Hein. On demande la reconnaissance des faits. C'est ce que disait Bernard, c'est-à-dire l'histoire, tout ce qui s'est passé, mais avec le contexte, c'est-à-dire pas commencer en 54 pour s'arrêter en 62. Hein, faut peut-être commencer en 1930, hein, sans trop s'appuyer sur les faits, mais citer tout ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Hein, donc, voilà cette précision que je voulais vous apporter. Est-ce que je peux apporter une précision sur ce point? Quelle est l'organisation de Pierre? Quelle est votre association, Pierre? ARAC. Ah, d'accord, merci. Est-ce que je peux ajouter un mot? Oui, oui, allez-y. À propos de la repentance. Alors, si, il y en a qui demandent la repentance. Il y a eu récemment, l'Humanité a publié notamment un article de Teguilla, qui est le responsable national du MDS, qui est un parti c'est d'anciens membres du Parti communiste algérien qui ont formé un parti qui s'appelle le MDS, qui est proche de Mélenchon. Dans son article, Teguilla, ce responsable, qui est en même temps un cinéaste connu, hein, demande la repentance. Alors, la repentance. Qui dit repentance dit reconnaissance d'une erreur, une faute. C'est bien faible, à mon avis. Le colonialisme, il ne s'agit pas de se repentir, il faut le condamner. Il faut le condamner, condamner les crimes, condamner le colonialisme en tant que tel. C'est ça la vraie question qui est posée. Ce n'est pas de rester à mi-chemin dans la condamnation. Alors, dans le même temps, les mots ayant un sens, quand Macron dit qu'il n'y aura ni repentance ni excuse, je l'enregistre quand même, moi, comme une marche arrière par rapport à la condamnation qu'il avait faite lors d'un voyage en Algérie, où il avait dit que le colonialisme la colonisation était un crime de guerre. Voilà. Donc, je l'enregistre comme un recul de sa part. C'est du en même temps. C'est un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Voilà. Ceci étant, il faut être clair, il faut condamner le colonialisme à tout point de vue et pas rester à mi-chemin. D'accord, merci. Il nous reste à peu près 10 minutes. Là, il y a encore André Genot qui voulait intervenir. Oui, enfin, très rapidement. Je ne sais pas si j'ai mis mon mail. Oui, il y a une petite main. Il y a une petite main. Je suis en admiration, bien sûr, et à l'égard d'Henri Pouillot et d'Alban Liechti, que j'ai connu il y a quelques années. Moi, je suis parti avec un autre état d'esprit, puisque j'étais un jeune communiste et j'appliquais en fait les orientations de mon parti, qui étaient de partir pour convaincre les appelés de cette guerre coloniale contre laquelle il fallait s'élever. Je suis parti avec le livre de Marcel Grotto qui m'a permis effectivement d'apporter des arguments et de débattre. Je crois que ça a eu quelques effets, mais voilà, ce n'est pas aussi honorable que mes deux camarades. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Henri concernant le fichage. Quand on parle de liberté, quand on parle de respect de pensée, c'est vrai que nous étions fichés si nous étions des militants. Moi, j'étais effectivement engagé depuis longtemps avec la jeunesse communiste contre la guerre d'Algérie. Je l'avais été avec les pionniers pour la libération d'Henri Martin.
Et ça a été dit d'ailleurs par des historiens, que nous étions fichés. Et mon premier appel a été un régiment disciplinaire, tirailleurs algériens. Un accident m'a fait partir différemment dans les transmissions. Mais enfin, voilà, je crois qu'il faut qu'on souligne ces choses-là, qui sont des choses effectivement tout à fait insupportables. L'autre chose dont je voulais parler, mais ça rejoint un petit peu ce que dit Bernard, c'est l'ignorance des appelés sur ce qu'était l'Algérie, l'histoire de l'Algérie. Nous partions, enfin, moins parce que j'étais un militant, mais beaucoup partaient avec une méconnaissance totale de ce que c'était l'histoire de l'Algérie et ce qu'était le colonialisme. On était formatés par l'éducation nationale. Nous avions appris que l'Indochine, que l'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale faisait partie, en somme, de la France par les colonies, et l'Algérie c'était des départements français. Donc nous étions formatés et il fallait revenir sur cette histoire. Marcel Grateau nous l'avait permis et beaucoup de mes amis, mes camarades de Chambré découvraient effectivement que l'Algérie avait une histoire extrêmement riche qui remontait à Byzance, aux Grecs, aux Romains. C'était quelque chose de très important, une histoire très riche que le colonialisme a totalement effacée. Alors, autre chose, il me semble qu'il faut revenir sur la conquête. Ça a été dit un peu par Bernard, cette conquête a été quelque chose d'effroyable qui a duré plus de 40 ans. Et il y a eu des crimes de guerre pendant cette conquête. On parle de l'enfumage, effectivement, de villages entiers, et c'est une horreur. Les rapports des généraux sur les actions qu'ils pouvaient mener, mais c'est quelque chose insupportable, et ça existe dans les archives. Donc il faut revenir sur ces 40 ans de conquêtes qui ont été effectivement des choses insupportables et comportant des crimes de guerre qu'il faut effectivement reconnaître comme ça. Ensuite, je voulais souligner ces événements de 1945. Il me semble que c'est important aussi dans les témoignages que l'on apporte. Pierre parlait tout à l'heure des témoignages que l'on apporte. Nous intervenons sur les collèges et je vois combien nous apportons des arguments aux enseignants qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout puisque dans leur programme, ce sont des choses très limitées. Mais de reparler de 1945 et des événements de Sétif, c'est quelque chose de très symbolique. Alors qu'on fête le 8 mai 1945 en France avec la libération de la France, on assassine effectivement en Algérie, à Sétif, dans le Constantinois, des milliers, des millions d'Algériens. On fait donner l'artillerie marine, on fait donner l'aviation. C'est quelque chose de terrible. Ce qui est symbolique, c'est que des gens manifestent pour la libération de la France et dans le même temps, on assassine effectivement des Algériens qui manifestent pour je suis très bref et très, très superficiel, mais qui manifestent pour leur liberté. Et parmi eux, beaucoup avaient combattu effectivement dans l'armée française. Donc il y a quelque chose là de symbolique. La dernière chose, c'est le révisionnisme. Je crois que là aussi, il faut qu'on soit très offensif. Demain, nous irons à Beaucaire. Beaucaire, ville dirigée par un maire Rassemblement national, qui a effacé la rue du 19 mars pour vous donner un autre nom lié aux événements d'Oran de 1962. C'est un révisionnisme insupportable et ça aussi, il faut le dénoncer très fortement. Et puis une proposition, je l'en avais parlé à Bernard Deschamps, dans ma commune, nous avions, avec le Parti communiste, fait une lettre il y a quelques années pour que Vauvert, où j'habite, soit jumelé à un village identique, du point de vue de la population, avec un village algérien. Je pense que dans cette période, il serait pas mal de reprendre, il me semble, cette notion de jumelage pour montrer cette nécessité du rapprochement, ne serait-ce que sur le plan culturel, qui est indispensable. Merci. Je ne sais pas, on va peut-être donner la parole à Michel Touzeau pour qu'il fasse un petit mot. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. Non, là, j'ai plus de questions. Bon. J'ai plus de questions. Bon, je vais terminer parce que les gens partent au fur et à mesure. Oui. Et on dépasse le temps. Je tenais à remercier vraiment chaleureusement Alban, Bernard, Henri, pour être venu et avoir accepté de participer à cette réunion. Je crois que c'est extrêmement important. Je remercie aussi tous les autres participants parce que le fait de venir à cette visioconférence, c'est un acte important. Le débat, c'est un débat nécessaire, me semble-t-il, pour le travail de mémoire. Il faut connaître l'histoire, savoir ce qui s'est passé.
Et c'est important pour les rapports futurs entre nos deux pays, entre la France et l'Algérie. C'est aussi important par rapport, parce que c'est un moyen d'exprimer notre solidarité avec les victimes, hein, solidarité avec ceux qui luttent aussi sur place. Et je dois vous dire qu'il y a une dizaine de jours, on a fait une réunion comme ça avec des femmes algériennes qui participent pour les droits de l'Algérie, mais aussi les droits des femmes dans l'Algérie. Et c'était une visioconférence vraiment remarquable. Ça a été enregistré, s'il y en a qui veulent, je pourrais vous faire parvenir. Voilà, je crois que je suis très heureux de cette réunion. Je remercie tous les participants et peut-être que ce sera l'occasion d'organiser d'autres débats de ce type, parce que je crois que c'est tout de même très enrichissant de faire ça. Et on peut trouver d'autres thèmes concernant l'Algérie, mais aussi concernant le colonialisme en général. Peut-être que, Alban, tu veux dire quelque chose pour terminer? Tu n'as pas parlé à la fin? Non, ça va? Non. Et les autres participants aussi, il y a Henri, etc. En une minute, dire votre sentiment. Non, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que bon, le rapport de Benjamin Stora va dans le bon sens, mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Ça demande encore beaucoup de travail, mais on doit y arriver. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on arrive à avoir d'autres rapports avec l'Algérie. Henri, tu veux dire quelque chose? Henri, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas non plus continuer. Je crois qu'il faut obtenir que la France retrouve son image qu'on lui colle d'être le pays des droits de l'homme. Et pour être ce pays des droits de l'homme, il faut reconnaître les erreurs qui ont été commises sciemment. Ce n'est pas des erreurs involontaires qui ont été commises, c'est vraiment une politique qui avait été menée, et donc c'est la reconnaissance de cette politique catastrophique qui a été faite qu'il faut la reconnaître et condamner ces actes qui ont été commis, qui sont contre les droits humains fondamentaux. Merci. Et Bernard, un petit mot aussi pour terminer? Oui, alors je vais faire un peu de publicité. C'est une contribution à l'amitié entre la France et l'Algérie. Mon dernier livre, qui s'appelle Révolution et que l'on trouve au siège national du mouvement de la paix, n'est-ce pas, comporte la moitié, donc c'est une relation du Irak, mais la deuxième moitié, c'est un bilan qui se veut objectif des 20 années de mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Voilà, on trouve ce livre au siège national du mouvement de la paix. Merci encore, chers amis du mouvement de la paix, pour cet échange que nous avons pu avoir ce soir. Merci beaucoup. Et merci à Catherine d'avoir animé le débat d'une manière remarquable comme la dernière fois. Et qui est le début d'une collaboration fructueuse entre le comité de Trappes et le comité de Poissy-Achères-Carrière. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on en fera d'autres. Et le comité de Nîmes dont je fais partie. Très bien. Bien. Je vous remercie et à bientôt. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Oui, et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci.